RH, bonjour. Bonjour. Alors, tu es l'auteur de ce livre que j'ai présenté, Échec par le fou, aux éditions Vérone, que j'ai présenté il y a quelques mois et qui m'avait beaucoup plu. Et comme tu es dans la région genevoise, j'ai profité pour que l'on se rencontre et que je l'interviewe. Merci pour ce roman qui est formidable. Merci beaucoup, merci à toi. Alors, raconte-nous un petit peu, qui es-tu? Eh bien, je vais pas donner mon nom et mon prénom, hein. C'est pas un hasard si j'ai utilisé un pseudo, donc je vais redire. Je vais me présenter comme RH, et puis je suis un Français qui approche la cinquantaine, et je vis depuis presque maintenant 25 ans ici en Suisse. Donc, je suis issu du monde de la restauration. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs pays. J'ai fait mon petit tour d'Europe avant de m'installer ici. D'abord sur Genève, puis après dans le Valais, que j'ai beaucoup aimé. Et puis enfin à Lavaux, avant de revenir m'installer ici dans la région après le Covid. Donc, c'était aussi la raison principale, je dirais, pour que je puisse faire exploser quelques bombes en Suisse, parce que je connais beaucoup mieux le pays et la région que mon pays, en quelque sorte, parce que j'y ai passé beaucoup plus de temps, j'y ai beaucoup plus travaillé. Donc je connais mieux les habitudes, les infrastructures, les lieux touristiques, et c'est ce qui rend le roman, je dirais, tout à fait crédible, puisque les endroits où se passent les attentats, donc je ne vais pas tout spoiler, hein, mais il est quand même histoire d'attentats islamistes ici sur le territoire suisse, se passent dans des endroits qui existent vraiment et dans lesquels j'ai travaillé. J'exploite les failles de sécurité de ces entreprises pour rendre possible les attentats. Donc c'est quelque chose de tout à fait réalisable, je dirais. Alors, ce sont des entreprises évidemment fictives, hein, mais bon, pour ceux qui connaissent la région, on reconnaît quelques grands traits. Oui, parce que ça reste un roman. Hein, c'est un roman. Alors justement, c'est un roman donc, qui nous amène dans un 2015 hypothétique, donc c'est presque une uchronie. Alors j'avais presque envie de te dire, mais pourtant ce n'est pas vraiment des attentats islamistes, mais on ne peut pas raconter l'histoire. Et donc, qui manipule qui, comment et cela fonctionne, c'est ça qui est intéressant dans ce livre. Et jusqu'à la dernière page, en fait, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Alors, pourquoi justement nous avoir plongé en 2015, à l'époque du Bataclan, à l'époque de l'attentat de Nice, je crois. Pourquoi avoir écrit ce livre? C'est une époque prospère au terrorisme. C'est une époque où effectivement en France il s'est passé énormément de choses qui m'ont moi et comme beaucoup de Français bouleversés, même si on a la mémoire courte et qu'on passe rapidement à autre chose. C'est une volonté médiatique de tourner la page, mais aussi une façon de vivre mieux. Mais j'avais envie, à travers ce livre, que les Suisses, les personnes qui vivent en Suisse, dans ce microcosme, dans cette bulle qui n'existe pas réellement, hein, il suffit de sortir d'ici pour voir que le monde ne se passe pas comme ça, vivent et ressentent ce que nous, on a pu ressentir en France en vivant toutes ces séries d'attaques, toutes ces personnes islamisées, cette radicalisation et ce à quoi exactement ça va nous mener. Donc le personnage, moi, dans le livre, l'originalité, c'est que il n'est absolument pas croyant. Il est athée en quelque sorte. Il ne croit absolument en rien. Et c'est juste qu'il a la volonté, il se donne les moyens de faire le mal. Il y a un poème tout à fait magnifique que j'écris dans le livre, et où Majdoun et Leïla représentent réellement l'image de l'amour incroyable, incommensurable, parfait qu'on peut avoir. Et j'avais envie de donner l'image totalement inverse, l'antithèse de cet amour à travers mon personnage. Donc l'idée, elle est d'éveiller des consciences, de faire réfléchir sur soi-même et sur le rapport à l'autre au travers des différences religieuses, au travers des différences culturelles, des différences historiques de nos différents pays. Et j'avais aussi envie de concrétiser une idée dont on parle beaucoup depuis quelques années. Là, une fois de plus, je ne vais pas spoiler, mais qu'on retrouve à la fin du livre, c'est l'aboutissement de toute cette haine. Et une haine qui est clairement caractérisée, représentée par l'ignorance, par la manipulation médiatique, politique, et c'est l'aboutissement, c'est la somme
toutes ces ingérences états-uniennes, du Royaume-Uni, de la France également, hein, qui ne va pas de main morte dans les pays du Maghreb. Je voulais donner ma version des faits sur ce à quoi on peut s'attendre. Alors, par exemple, tu développes la psychologie des personnages de manière, je trouve, très juste. Il y a, par exemple, un personnage, un Tunisien, qui n'est pas juste, se lève un matin et se dit je vais faire un attentat. Non, non, on voit qu'il a une histoire personnelle, il a un rapport avec son père, il a aussi un rapport étrange avec les Occidentaux, qui lui ont permis de vivre, mais qui l'humilient quelque part, sans le savoir peut-être. Tu développes toute cette histoire qu'on ne va pas expliquer ici, mais simplement, voilà, les personnages, et celui-ci est un exemple, sont psychologiquement assez fouillés, assez détaillés, et c'est ce qui fait, je crois, aussi la force de ce livre. Alors, dans les personnages aussi qui sont fouillés et détaillés, sont aussi les Suisses, et quelques Français, puisque ce roman déborde également en France voisine, Évian, Annemasse bien sûr, et au-delà. Et notamment en Suisse, on a par exemple un personnage, alors il y a des personnages publics connus qu'on reconnaît, mais d'autres avec un nom changé. Mais il y a par exemple Daniel Brelat, qui est un personnage bien connu en Suisse. Il est présent à la fin du livre et tu m'as dit qu'il a acheté ton livre. Oui, absolument, je l'ai croisé au Salon du Livre de Prilly, il y a ça à peu près 3 semaines. Et j'ai eu en tout cas l'audace, le culot d'aller le trouver, de lui présenter le chapitre où il est présent, et il a accepté d'acheter le livre pour voir ce que je lui faisais lire dans mon livre. Donc lui, j'ai pas eu besoin de changer son nom, j'ai pas eu besoin de changer Darius Rochebin non plus, pas plus que Simonetta Sommaruga aussi, parce qu'elle est dedans, Élie Moret. Oui. Voilà, parce que je leur fais lire exactement ce que je pense, moi, qu'ils auraient dit dans une situation comme celle-ci. Donc c'est tout à fait convenable et cohérent avec leur mentalité. Pour revenir sur la psychologie des personnages, j'ai voulu créer une balance entre la violence des propos et des actions des terroristes et des commanditaires des attentats terroristes et aux gens qui y participent, et tout particulièrement à Salah. J'avais vraiment envie de créer un personnage attachant, touchant, quelqu'un de simple, de naturel, de bon, de fondamentalement bon, qui a reçu une excellente éducation, qui vit en famille et qui malheureusement commet un impair et doit quitter son pays. Et se retrouve ici en Suisse avec le parcours migratoire qu'on connaît, des gens qui quittent l'Afrique pour venir s'installer chez nous, donc souvent qui fuient un régime totalitaire pour sauver leur vie. C'est pas le cas de tous, hein, mais en tout cas pour mon personnage, c'était bien ce qu'il recherchait. Et il va devenir l'instrument d'Afshin qui va l'utiliser comme messager. Voilà. Donc il va connaître plusieurs phases de transition, hein. Il va être migrant, donc toute la difficulté des camps de migrants, le voyage, la peur, le froid, la faim. Il va être recueilli par un dealer sur Crans-Montana qui va lui mettre, je dirais, le pied à l'étrier pour que lui aussi puisse gagner sa vie en dealant. Et le hasard des choses fait qu'en allant se fournir, il va rencontrer un des généraux de l'armée d'Afshin qui va l'embrigader, puisque justement il voit que lui est totalement différent. Il a une mentalité totalement opposée aux élèves, je dirais, qui sortent des écoles coraniques, qui sont totalement lobotomisés, qui sont capables d'une extrême violence, parce qu'ils sont extrêmement bien conditionnés. Donc oui, ce personnage, je le voulais attachant, pour qu'on puisse justement faire la différence entre décider de commettre des violences et des attentats terroristes et le fait de ne plus avoir le choix. Alors on voit que ces attentats terroristes ne sont jamais arrivés puisqu'ils sont une œuvre de fiction. Et j'ai envie de dire, mais pourquoi ils ne sont jamais arrivés en Suisse? C'est une histoire de démographie, et je pense que en Suisse, il y a effectivement une énorme communauté musulmane qui est pour la plupart totalement pacifique. Ce sont des gens qui travaillent, qui apportent quelque chose supplémentaire ici à la culture suisse. La plupart sont considérés comme de la main-d'œuvre et de plus en plus s'émancipent puisqu'ils ouvrent des commerces qui, en tout cas, c'est mon avis, permettent de blanchir pas mal d'argent issu des trafics. Donc on voit partout des échoppes arabes s'ouvrir, des kebabs, des épiciers. Je sors de mon barbier, justement, mon barbier albanais. À 10 francs la coupe, on va le saluer. C'est à peine évident que c'est un blanchissement d'argent.
Voilà, et ils ne sont pas arrivés parce qu'ils ont tout intérêt à être le plus discret possible et à ne pas créer de révolution, puisque la démographie leur donnera raison. On a un nombre de naissances ici en Europe qui est largement en dessous de la moyenne pour garder dans le temps ce qu'on considère comme notre identité, notre culture, qui, si on ne se réveille pas, si on ne se donne pas les moyens de faire plus d'enfants, finira effectivement ou par être englobé dans une espèce de conglomérat d'une nouvelle culture, ou alors totalement remplacé par une nouvelle culture émergente qui gagne par le nombre. Alors, je rappelle que nous sommes avec RH, l'auteur de ce livre vraiment bien, que je vous conseille, Échec par le fond. Alors, tu parlais de manipulation, d'endoctrinement, et dans ton livre, on sent planer l'ombre de l'Empire américain. Oui, effectivement, ce serait difficile de sentir le contraire, puisqu'ils sont absolument partout. Il y a une ingérence abominable qui les exerce surtout sur les pays d'Amérique du Sud et puis arabo-musulmans. Hein, j'imagine bien dans le but primaire de s'accaparer les richesses de leur sous-sol. Donc oui, je dirais que tout ce qui découle en tout cas de ce livre est dû un petit peu à cette manipulation, comme ils ont manipulé, je dirais, pour les printemps arabes. Ils ont menti sur l'Irak et sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein, alors que Bush lui vendait des Scuds à l'époque. Ils ont menti sur la Syrie, ils ont menti sur la Libye, ils sont en train de mentir sur l'Iran. Voilà, donc on peut difficilement faire autrement qu'un livre où on imagine des attentats que de ne pas parler de ceux qui créent les terroristes. Hein, ils ont créé les Moudjahidines, ils ont créé Daesh. Hein, quand l'armée de Saddam Hussein a été démantelée, ceux qui n'ont pas été tués, les généraux et la garde rapprochée de Saddam Hussein sont les généraux aujourd'hui de l'État islamique. Donc ouais, c'est difficile d'occulter le rôle prépondérant dans le malaise mondial et dans les problèmes géopolitiques, le rôle des États-Unis. Aldous Huxley avait d'ailleurs écrit un roman à ce sujet qui a été publié en 1941, qui s'appelle Le meilleur des mondes, où il explique que son individu, son personnage principal, je crois qu'il s'appelait Charles, se retrouve mis au pilori par tous les gens qui rêvent d'un système totalitaire où on leur permet malgré tout d'exprimer leurs sentiments, hein, qui sont généralement basés sur le sexe, puisque c'est la seule récréation, et on essaye absolument de focaliser les gens là-dessus, comme ça on peut les manipuler à souhait. Et il y a Serge Carfantan qui avait proposé une prosopée en 2007 sur son blog, où il fait parler Huxley sur ce qu'il pourrait dire de son livre, en 2007, hein, alors qu'il était décédé bien avant. Et il dit qu'effectivement, pour manipuler les masses, la première des choses à faire, c'est de baisser le niveau scolaire. C'est de détruire totalement l'enseignement. Heureusement, ça n'arrive pas du tout. Je sais pas trop, quand on regarde les accords de Lisbonne, votés par nos dirigeants, hein, qui demandent une main-d'œuvre, 80% du peuple en main-d'œuvre de petits boulots, comme on peut retrouver au Royaume-Uni, et puis 20% d'élite pour les diriger, alors que à Maastricht avait été refusé, je pense qu'on est absolument en plein dedans. Moi, j'imagine mal des bacheliers français aujourd'hui passer le certificat d'études. Hein. Ah, c'est clair que non. Ouais, non. Mes parents ont passé ça lorsqu'ils avaient 16 ans, hein, donc ça fait presque 70 ans en tout cas. Donc c'est dire la baisse de niveau, là. On touche le fond. Dans un monde d'ailleurs, dans un contexte où la technologie rend les petits boulots, en tout cas une grande partie des petits boulots de la petite main-d'œuvre, totalement caduques. Donc leur calcul est complètement débile. Leur calcul à long terme n'est absolument pas viable. D'ailleurs, comme le calcul sur la maîtrise de l'énergie, sur l'environnement, on sait clairement qu'on va droit dans le mur, mais c'est plus facile de continuer comme ça. On aurait pu avoir un changement post-Covid. On aurait pu essayer pendant la période de confinement, réfléchir à comment faire évoluer nos matières de consommer, de réfléchir, de se rassembler plutôt que de se disperser, mais on ne l'a pas fait. On a imprimé des billets qui créent aujourd'hui l'inflation. L'inflation, c'est surtout une dévaluation de la monnaie de l'euro, mais on n'a pas voulu changer quoi que ce soit. On continue exactement dans la même direction, et cette direction nous conduit justement à ce que
au point final, au dernier chapitre de mon livre, hein, qui est, je veux bien le croire, pour le coup, absolument pas agréable à lire, mais qui, en tout cas, pour moi, est parfaitement réaliste. J'ai trouvé en lisant ton livre que tout d'abord le méchant est très riche, très bien décrit parce que, comme Darth Vader dans Star Wars, c'est le méchant qui fait une trame en fait. C'est pas le héros. Le héros il est presque secondaire par rapport à un méchant et tu as très bien réussi la description du méchant qui a ses facettes sombres, très sombres même psychopathe. Et puis il y a des personnages secondaires, comme par exemple un Tchétchène que j'ai beaucoup aimé. Je le trouve très truculent, un vrai personnage de cinéma. D'ailleurs, le livre pourrait être un film. Comment tu t'inspires? Où sont tes sources d'inspiration? J'espère que c'était pas dans les cuisines de où tu as travaillé pour, par exemple, ce Tchétchène. Eh bien, le Tchétchène, Salah, Afshin, tous ces personnages, en fait, ils sont nés de 47 ans d'expérience de vie. C'est-à-dire 47 ans de visionnage de cinéma, de podcast, de lecture, de promenades dans la rue, de rencontres hasardeuses, de rencontres fortuites. Donc ces personnages-là, dans chacun de ces personnages, il y a une part de moi. Parfois totalement, oui, c'est assez flippant, mais j'imagine bien que tous les écrivains sont malgré tout un peu psychopathes aussi. Je veux dire, il faut être un petit peu dérangé pour écrire en 1984, il faut l'être aussi pour la trilogie Millennium. Ces personnages-là, ils sont pas nés du hasard et d'une expérience de vie. Donc il y a une part de moi dans chacun de ces personnages et parfois totalement exacerbée. Et qu'est-ce qu'on devrait changer chez les Suisses? Il y a en tout cas des choses qu'il ne faudrait pas changer. Et je vais commencer par ça. Je dirais que quand moi je suis arrivé en Suisse, pour parler de mon expérience, on m'a confié des responsabilités que je n'aurais jamais eues en France parce que je n'avais pas les diplômes. Donc j'ai bien sûr travaillé très dur dans la restauration, donc mes efforts ont fini par payer et j'ai pu travailler dans le monde du caviar, sans formation marketing, sans formation digitale, sans approche clientèle. Hein. Dans les cuisines, on est souvent dans l'arrière-boutique, donc le rapport avec la clientèle, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais on m'a confié des responsabilités, on m'a aussi offert des rémunérations totalement à la hauteur de ces responsabilités. Et clairement en France, ça, je ne l'aurais pas eu. Ce qu'il y a d'énorme aussi ici, c'est qu'on privilégie l'apprentissage. Les métiers de main sont valorisés, et à juste titre. Hein, je rappelle quand même que pour une boîte qui dégage 70 milliards de chiffre d'affaires par an, qui est Nestlé, les seuls à même de les avoir bien fait fonctionner depuis presque 60 ans, c'est des apprentis. Ils ont passé des diplômes après, mais les vrais patrons, c'était des apprentis qui ont commencé au bas de l'échelle chez Nestlé, qui ont fini DG. Donc voilà, en Suisse, ce que la Suisse devrait changer, c'est probablement des meilleurs rapports avec l'Union européenne sur l'échange d'informations, sur tout ce qui se passe, par exemple, de terrorisme dans le monde. Il y a clairement des islamistes radicaux ici en Suisse, j'en ai croisé beaucoup sur Rouchy, donc c'est aussi l'idée dans le métro d'avoir créé des attentats là-bas. J'en ai croisé énormément sur Bienne, hein. Il y a des gens vraiment ils y sont toujours assez étranges là-bas. Donc l'idée de départ de Bienne, c'est parce que j'ai eu des expériences totalement ahurissantes, hallucinantes dans cette ville. Et ce qu'il faudrait changer, c'est un discours qui permette aux Suisses d'être rassurés sur le fait de ne pas perdre leur identité. Le fait que leur culture va se propager. La Suisse n'a pas tellement envie de se propager dans le monde, sauf pour le commerce international, mais qu'ils puissent garder un pays propre, en bon état, avec une politique qui malheureusement est de moins en moins, et de plus en plus opaque, en tout cas de moins en moins honnête. Hein. Il y a aussi beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Mais on devrait pouvoir permettre de rassurer les gens ici, de leur assurer que leur travail n'est pas vain, qu'ils pourront continuer à vivre un petit peu comme leurs ancêtres, dans des montagnes où on valorise le travail des agriculteurs, où on valorise le travail des maraîchers,
où le Rhône n'est plus pollué par le mercure, le cyanure, et j'en passe. Donc qu'ils puissent avoir la certitude de garder leur pays au top niveau. Alors, question d'un écrivain à un autre. Techniquement, comment tu travailles? C'est tout un processus. Pour me sentir bien, je dois être seul à la maison. J'ai besoin donc de calme, évidemment, et puis surtout, j'ai besoin d'arrêter de travailler parce que c'est totalement incompatible le travail de la restauration et le travail d'écriture qui prend énormément de temps. Et je dirais pas pour l'écriture. Le livre en lui-même, je l'ai écrit en 5 mois, donc ça a été assez rapide. Le processus, il a été long parce qu'il a fallu attendre les différentes corrections de la maison d'édition qui a fait un excellent travail parce que j'ai eu le loisir de changer de nombreuses fois le contenu du roman pour arriver au résultat abouti que je considère maintenant. Il y a eu le travail de l'avocat pénaliste qui a pris presque 6 mois pour nous rendre un travail absolument phénoménal mais qui nous a beaucoup aidé à être moins attaqué en diffamation avec les propos que je tiens dans le bouquin. Et puis, j'ai besoin du soutien de mon épouse, puisque toute page écrite après une journée d'écriture, c'est ma femme qui les lisait et qui me disait « Attention, ta phrase elle est plan-plan, attention, ça c'est une phrase toute faite, attention, là tu perds ton lecteur, tu dois rester concentré, ce chapitre-là il faut le supprimer. » Voilà, ma femme lit beaucoup, elle a l'habitude de ce genre de choses, elle lit plus que moi. Et je lui dois énormément aussi pour ce roman. Formidable. Bah écoute, en tout cas, je te souhaite un grand succès. Je vous conseille de le lire, Échec par le fou, RH, aux éditions Vérone, et peut-être un autre roman bientôt. Oui, je travaille déjà dessus et le sujet est pas moins catastrophique d'ailleurs. On en reparlera alors. Salut Pierrot. Merci.